littérature nordique, ce n'est pas que du polar. Pour vous en convaincre, la médiathèque de Villeneuve-Saint-Georges a sélectionné 5 romans tout à fait éclectiques que je vais m'efforcer de vous présenter en espérant bien sûr vous donner envie de les lire et de courir les emprunter. Nous commençons par le roman d'Audur Ava Ólafsdóttir, Miss Island, paru en 2019 aux éditions Zulma. Ce roman nous plonge dans l'Islande de 1963. Une Islande d'alors seulement 175 000 habitants, le double à peu près aujourd'hui, indépendante depuis seulement 19 ans, fière de ses traditions, cherchant vraiment aucune ouverture sur le monde extérieur, renfermée sur elle-même dans une volonté bornée et quasi autarcique. D'ailleurs, pourquoi aller voir plus loin ? Il ne sert à rien de traverser le ruisseau pour aller chercher de l'eau, résume un des personnages. Dans cette Islande, au Roland rance et confite dans un patriarcat dominant, nous allons suivre le parcours d'Ekla, une jeune femme qui porte le prénom d'un volcan. Non pas qu'elle ait une personnalité explosive, mais comme un volcan, elle a un besoin viscéral, d'expulser tout l'univers qu'elle contient, de faire sortir les mots qu'elle porte, car Ekla a l'écriture chevillée au corps et à l'âme. Mais dans une Islande où seuls les hommes écrivent, dans un style proche encore de celui des sagas, se donnent des surnoms de poètes grandiloquents comme le Fjord des rêves ou le glacier des poètes, on imagine que souhaiter comme Ekla être une femme écrivaine dans un style moderne parlant des femmes d'aujourd'hui, ce n'est pas franchement une voie d'émancipation évidente. Mieux aurait valu, comme on le lui propose au début du roman, tenter sa chance au concours de Miss Island, ce qui lui aurait peut-être permis de voyager et d'avoir une opportunité de quitter le pays, chose quasiment impossible sinon. Mais Ekla est une jeune femme moderne dans un pays qui ne l'est pas. Elle lit Joyce dans le texte, puisqu'il n'y a pas de traduction, Simone de Beauvoir, une femme écrivain et philosophe, pensez donc, elle écoute Bob Dylan. Ça n'a pas l'air de ressembler à du Rachmaninoff du tout, dira son petit ami, et c'est donc bien sur ses capacités personnelles, sur le fait d'être un individu à part entière et non sur celui d'être une femme au physique agréable qu'Ekla va essayer de miser. En lisant ce roman, vous saurez si, oui ou non, elle parviendra à ses fins. Dans ce livre, Ekla n'est pas la seule à rêver de changement. À Reykjavik, où elle se rend pour suivre son destin, elle va retrouver Ísey, sa meilleure amie. Pour fuir sa campagne natale et un destin déjà tracé, Ísey a tenté de suivre le premier garçon un peu gentil qu'elle a rencontré. Mais très vite, dans ce milieu pourtant urbain, on tente de la cantonner dans un rôle d'épouse, de femme d'intérieur et de mère. Ísey écrit également, mais cela suffira-t-il à la sauver ? John, le meilleur ami d'Ekla, mène lui aussi une existence compliquée. C'est un homosexuel dans un pays et une culture qui n'admet pas l'homosexualité. Il rêve de créer des costumes pour le spectacle, le théâtre, l'opéra, et en attendant de pouvoir amasser suffisamment d'argent pour quitter l'Islande, il travaille sur des bateaux de pêche pendant de longues campagnes qu'il supporte de moins en moins au milieu d'hommes rudes et hostiles. Et il lui arrive d'accoster dans d'autres pays où il peut mesurer tout ce qui le sépare de son rêve s'il reste en Islande. C'est donc un roman qui est un témoignage intéressant sur une période de l'Islande que nous ne connaissons sans doute pas beaucoup, un roman réaliste car Audur Ava Ólafsdóttir a connu, pour s'affirmer en tant qu'écrivaine dans son pays, des difficultés similaires à celles de son héroïne. On s'attache beaucoup aux personnages, Ekla, Ísey et John. On apprend beaucoup de choses sur l'Islande de cette époque et notamment qu'en 1963, suite à une éruption volcanique, une nouvelle île est apparue au large de l'Islande et devient un symbole dans le roman. Pour la petite histoire, ça ne figure pas dans le livre, mais puisque c'est vous, je vous l'offre, c'est cadeau. Sachez que Miss Island 1963 est devenue Miss Univers l'année suivante, un signe sans doute. Suffit-il d'être amoureux pour aimer ? Peut-on s'aimer par-dessus tout, surtout quand on a des goûts radicalement opposés? Telles sont les thématiques du livre de la Suédoise Katarina Mazzetti, Le type de la tombe d'à côté, publié en 2010 aux éditions Gaïa, des éditions spécialisées en littérature nordique. Ce roman enlevé débute sur une scène cocasse qui lui donne son titre. Un homme et une femme se retrouvent au cimetière, recueillis devant 2 tombes qui sont l'une à côté de l'autre. Elle vient d'enterrer son mari, lui, sa mère.
Au départ, ils se regardent en chien de faïence, l'homme et la femme, pas le mari et la mère. Elle trouve que, de son habillement aux fleurs et à la tombe qu'il couve, tout est ultra kitsch chez lui. Lui la trouve fade et insipide et la surnomme la beige de la couleur dont elle s'habille, et beige ce n'est pas synonyme de qualité. Mais un sourire débloque tout et de fil en aiguille, c'est de là ce kiff. Elle, c'est Désirée, 35 ans. Elle est bibliothécaire, elle adore son métier, spécialisée en littérature jeunesse, et même si elle ne souhaite pas avoir d'enfants, elle est très douée avec eux et fourmille de projets dans son travail. Elle adore les musées, l'opéra, les choses délicates, et ne peut vivre sans un bouillon culturel permanent. Elle est citadine et habite un appartement tout blanc, très tendance, rempli de livres. Lui, c'est Benny, 37 ans. Depuis le décès de sa mère, Benny vit seul à la ferme familiale avec ses 24 vaches laitières qui comptent plus que tout, rythment son emploi du temps et, pour tout dire, toute sa vie. Il s'en sort comme il peut, avec son bon sens paysan, une sacrée dose d'autodérision et surtout une énorme masse de travail. Côté hygiène et confort personnel, c'est pas ça. Il considère qu'il n'a pas le temps, le bâtiment d'habitation est un vrai taudis et partout trônent les broderies de sa mère. Désirée a donc été mariée, mais sa relation de couple était routinière, son mari était certes respectueux mais peu engageant, et aussi bien côté cœur que côté corps, ça n'a jamais été l'extase. Après tout, se dit-elle, peut-être n'était-elle pas faite pour ça. Benny, de son côté, a bien eu un certain nombre d'aventures, puis de moins en moins, la ferme, toujours la ferme, et au stade où il en est, il n'espère plus grand-chose, tout au mieux une compagne qui l'aiderait dans ses tâches quotidiennes, peut-être comme sa mère s'occuperait de la compta. Contre toute attente, entre ces deux-là, c'est donc un vrai coup de foudre et une entente sexuelle comme ils n'en ont jamais connu. Ils s'adorent, passent de plus en plus de temps ensemble, sont directs et d'une grande honnêteté l'un envers l'autre. Ok, on a compris, me direz-vous, c'est un roman à l'eau de rose. Ben, pas tout à fait, parce que même si leurs sentiments et leur attraction restent au zénith, leur différence de goût, de mode de vie, leur apparaît de plus en plus flagrante. C'est un vrai choc des cultures, de plus en plus difficile à vivre et à accepter pour l'un comme pour l'autre. Il ne s'agit pas seulement de respecter les opinions de l'autre, mais de partager, d'essayer, d'adopter, de comprendre, au moins en partie, au moins un peu, les goûts et le mode de vie de l'autre, même, surtout, quand ils sont opposés. Et quand ce n'est pas possible, malgré les efforts, parfois les sacrifices, malgré les compromis qui peuvent devenir des compromissions, l'amour peut-il suffire à tenir les êtres? Sous ces dehors légers, ce roman pose donc des questions fondamentales. Le ton est totalement irrévérencieux, Catriona Mazzetti n'hésite pas à piétiner joyeusement les tabous et les a priori, et jusqu'au bout, elle ménage le suspense. Désirée et Benny resteront-ils ensemble? Avec son premier roman, Purge, traduit en français en 2010 aux éditions Stock, Sophie Oksanen, finlandaise aux origines estoniennes et au look punk gothique, s'est imposée d'entrée parmi les grands noms de la littérature nordique. Ce roman passionnant est une interrogation sur le passé de l'Estonie et sur son présent, un présent lourd des conséquences d'un passé encore trop souvent tu. Quand débute le roman, nous sommes en 1992 dans la campagne estonienne et nous faisons connaissance avec Alihid, une vieille femme à la vie rude, au caractère affirmé et misanthrope. Isolée, elle coule des jours répétitifs, faits d'habitude et de méfiance. Mais sa solitude volontaire va être mise à mal par l'apparition incongrue de Zara, venue de Russie mais parlant un estonien châtié. Zara prétend fuir son mari, mais c'est une jeune femme visiblement brisée et il apparaît très vite qu'elle tente d'échapper à deux mafieux qui la forcent à se prostituer. Alihid se décide au final à la recueillir provisoirement. Peu à peu, on sent bien que Zara n'est pas là par hasard et c'est au travers d'un pan de l'histoire estonienne de près d'un demi-siècle que l'on va appréhender ce qui a pu rapprocher ces deux femmes, et par le recoupement de leurs deux histoires respectives que le lecteur parviendra à définir les liens qui les unissent. Deux histoires terribles qui montrent une fois de plus que les femmes sont les grandes victimes des soubresauts de l'histoire. Ce roman nous rappelle ainsi que l'Estonie a été très souvent une terre envahie et il se concentre en particulier sur la période du milieu du XXe siècle.
L'Estonie a alors subi en 1940 une première occupation soviétique et s'est retrouvée annexée de force à l'URSS. Puis, elle a été occupée par l'Allemagne pendant le reste de la Seconde Guerre mondiale avec l'extermination de la communauté juive de ce pays. Enfin, à partir de 1944, une seconde occupation soviétique et l'instauration d'un régime stalinien. Autant dire, jusqu'au recouvrement de sa souveraineté en 1991, un pays ravagé par la peste et le choléra. Dans le jeu de la vérité qui se tisse entre Halide et Zara au fil des pages, surgissent alors les Allemands du passé. Ceux qui ont collaboré avec les Allemands et qui ont cru que les nazis les débarrasseraient du fléau venu de Moscou, ceux, au contraire, qui ont participé à l'utopie sanglante et tenté de remodeler l'homme sur fond de police, de torture et d'idéologie communiste meurtrière. Ne fait-on que subir? Peut-on résister? Faut-il collaborer pour survivre? Ce roman pose des questions fondamentales qui ont encore un sens aujourd'hui. Et dans cette Estonie meurtrie, la différence entre les bourreaux et les victimes est parfois mince comme le fil d'une vie. Que signifie alors la culpabilité et le courage dans un contexte si implacable? Quel choix peut-on vraiment faire? Et pour Zara, de quoi est-on l'héritier quand on est dans un environnement si pernicieux? Même si le fond historique est sombre, ce roman est remarquable à plus d'un titre. Habilement construit, il ménage un réel suspense dans le dévoilement de l'histoire de ces deux femmes. Il avance dans une forme fragmentée, faite d'allers et retours entre différentes époques, mais il reste à tout moment lisible et limpide. Le puzzle se met en place et tout s'imbrique petit à petit, nous donnant une compréhension des personnages de plus en plus fine. Pièce de théâtre, avant que d'être un roman, Purge demeure avant tout un huis clos psychologique prenant, centré sur la personnalité des deux femmes et sur leur parcours de vie, aussi émouvant que tragique. Et on peut donc apprécier ce livre tout autant pour le contexte qui lui offre sa thématique que pour le récit profondément humain qu'il développe. Enfin, on notera que l'Estonie n'en a pas fini avec son passé et la construction ou reconstruction de son identité, puisque, considérée souvent comme un pays balte, depuis qu'elle a recouvré son indépendance, l'Estonie n'a cessé de clamer son appartenance à la zone nordique en raison de ses liens historiques, culturels et linguistiques avec le Danemark, la Suède et surtout la Finlande. Purge est donc une excellente façon d'aborder ce pays que, vu d'ici, on connaît si peu. Vous connaissez forcément Henning Mankell, grand écrivain suédois, auteur de polar et créateur du fameux Commissaire Wallander. Mais peut-être ignorez-vous qu'Henning Mankell a aussi écrit des romans non polars, parmi lesquels Les Chaussures italiennes, roman doux amer, d'une grande tendresse et d'une profonde humanité. Pour le coup, ce roman débute dans des paysages tels qu'on se les imagine en Scandinavie, sur une toute petite île de la Baltique, couverte de neige et de glace. Le seul habitant de cette île, c'est Fredrik Velin, je suppose que c'est comme ça qu'on le prononce, 66 ans, ex-chirurgien. Il y vit avec une chatte, un chien et une fourmilière géante qui dévore lentement une pièce de sa maison. Son seul contact régulier avec le monde, c'est le facteur Jansson qui lui apporte par hydrocoptère quelques rares lettres qui n'intéressent même pas Fredrik. Mais Jansson est aussi un hypocondriaque et il vient autant pour accomplir sa mission que pour obtenir des consultations gratuites. C'est même presque une sorte de jeu entre eux. En dehors de cette visite, Fredrik n'a pas vraiment d'activité. Il observe les changements de temps, les notes dans son journal quotidien et c'est à peu près tout. Néanmoins, chaque matin, il creuse un trou dans la glace et plonge dans l'eau gelée. « Je descends dans mon trou noir pour sentir que je suis encore en vie, dit-il. Après le bain, c'est comme si la solitude refluait un peu. » Il déserte, il déserte. Fredrik vit sur une île déserte, car il déserte sa vie et il déserte le monde. Il a déserté une première fois, en abandonnant sans raison apparente et sans lui fournir d'explication celle avec qui il était en couple, heureux, et il a déserté une seconde fois, 12 ans auparavant, à la suite d'une faute professionnelle que nous découvrirons aux 2/3 du roman. Mais un jour, voilà que l'hydrocoptère de Jansson n'apporte pas que du courrier. Claudiquant dans la neige, avançant péniblement à l'aide d'un déambulateur, Fredrik reconnaît avec stupeur Harriet, la femme qu'il a aimée et lâchement délaissée quelques 40 ans plus tôt. Que veut-elle? Des explications après toutes ces années? Que pourrait-il bien lui répondre?
Mais Harriet, atteinte d'un cancer incurable, n'est venue que pour qu'il tienne sa promesse, la seule promesse vraiment belle qu'on lui ait jamais faite de toute sa vie, précise-t-elle, celle de l'emmener voir un lac aux eaux noires et profondes, où Frédéric et son père s'étaient baignés une fois, dans un moment d'amour et de communion magique comme il en existe entre un parent et son enfant. Cette fois, Frédéric ne se dérobe pas, il accepte de quitter son île et part avec cette vieille femme malade qu'il doit réapprendre à connaître. Commence alors un périple qui mènera Frédéric vers la rédemption et surtout vers le retour à la vie malgré la mort qui rôde à plusieurs reprises autour de lui. Un voyage surprenant, fait de rencontres féminines fortes et marquantes, je ne peux pas vous en dire plus sans risquer de vous gâcher le plaisir de la lecture. Des rencontres qui vont bousculer Frédéric, l'amener à se regarder en face et enfin renouer avec les êtres. Qu'on ne s'y trompe pas, ce roman n'est pas un feel-good book, mais malgré certains destins tragiques et la fin annoncée d'Harriet, un apaisement et une vitalité incroyable se dégagent de ce roman grâce à la poésie douce qui le baigne, à la place importante de la nature et à l'énergie irradiée par certains personnages. Deux sensations concentrées de manière métaphorique d'ailleurs dans la rencontre avec un vieux cordonnier italien de plus de 90 ans qui va fabriquer une paire de chaussures sur mesure à Frédéric, un véritable cadeau de sagesse. Si vous avez aimé les chaussures italiennes, vous pourrez ensuite lire Les bottes suédoises qui reprend et développe certains des motifs du premier roman. Il y est entre autres aussi question de la vie et de la mort, et c'est d'ailleurs de façon presque prémonitoire le dernier roman publié avant son décès par Henning Mankell. Dans cette période d'isolement et de maladie, où nous avons tendance à perdre nos repères, à chercher quel est le sens, je ne peux donc que vous recommander la lecture de ce splendide roman qu'est Les chaussures italiennes. Si l'on considère, à tort d'ailleurs, que les écrivains nordiques sont uniquement des auteurs qui venaient du froid, aux ambiances glaciales et neigeuses, un certain nombre d'entre eux possèdent un humour ravageur qui réchauffe les zygomatiques et vous file la banane, fruit pas du tout nordique pourtant. Jonas Jonasson est de cela. C'est notamment l'auteur d'un roman dont vous avez sans doute entendu parler, mais que vous n'avez peut-être pas encore lu. Voilà donc une occasion pour vous rattraper. Et ce roman, succès mondial, c'est Le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire, traduit en 2011 par les éditions des Presses de la Cité pour la France. En fait, le titre de ce roman, c'est littéralement le centenaire qui est sorti par la fenêtre et qui a disparu. Et dès le titre, cette notion à tiroir de sortir par la fenêtre, c'est-à-dire de prendre la poudre d'escampette et de sortir du cadre, donne sa tonalité au roman et devient un fil conducteur avec l'idée de ne pas se laisser enfermer, au propre ou au figuré, ni dans un lieu, ni dans une case ou une vie toute tracée. Le jour de son 100e anniversaire, donc, Alan Carlson file à l'anglaise et quitte soudainement sa maison de retraite. Ce roman prend alors des allures de road movie rocambolesque et va devenir une cavale aux effets boule de neige, car après avoir emprunté, pour mieux couvrir sa fuite et se donner des airs de voyageur, la valise d'un kidam, il va vite se révéler que cette valise est bourrée d'argent et appartient en fait à un gang de pieds nickelés. Voilà donc Alan poursuivi par les malfrats, puis bientôt par la police, dans une suite de scènes hilarantes qui vont le mener de rencontre en rencontre. C'est ainsi qu'il va d'abord croiser Julius, un magouilleur à la petite semaine qui a essayé de se ranger des voitures et qui va aider Alan à se dérober. Les compères font ensuite la connaissance de Benny, un vendeur de hot-dog qui a suivi une innombrable quantité d'études sans jamais aller jusqu'au bout de son diplôme pour profiter d'un héritage qui lui est versé tant qu'il est étudiant, et Alan et Julius vont engager Benny comme chauffeur avant qu'il ne devienne à son tour leur complice. Enfin, leur périple va les mener chez Gunilla, une rousse au franc-parler qui vit seule avec son chien et qui a recueilli un éléphant. Plus c'est gros, plus ça passe, et tout ce petit monde va se mettre en branle. Leur chevauchée drôlatique devenant quasiment une affaire d'État, largement relayée par les médias, avec des rebondissements qui ne manqueront pas de vous faire rire ou sourire, tout en vous demandant « mais jusqu'où tout cela va-t-il aller ?» Et ce n'est pas tout, car nous avons aussi 2 romans pour le prix d'un dans ce livre, puisque de fil en aiguille et de flashback en flashback, nous allons aussi découvrir la vie passée d'Alan, et celle-ci n'est pas moins picaresque, on s'en doute, que son présent.
Optimiste et toujours prêt à aider pour peu qu'on le lui demande gentiment, d'un pragmatisme à toute épreuve, n'hésitant pas à déformer la vérité au besoin pour pouvoir retomber sur ses pattes, Alan, par des concours de circonstances évidemment improbables, aurait côtoyé les grands de ce monde, ceux qui ont marqué le XXe siècle, des Truman, des Churchill, Staline, De Gaulle ou encore Kim Jong-il. Mieux, il aurait combattu avec les républicains pendant la guerre d'Espagne, mais sauvé la vie de Franco. Il aurait aidé à résoudre le problème du déclenchement de la bombe atomique pendant la Seconde Guerre mondiale. Et il serait devenu ensuite une sorte d'agent secret à la fois pour l'Ouest et pour l'Est pendant la guerre froide. Pour ne citer que quelques exemples, car vous découvrirez à travers ce qui devient peu à peu une véritable fresque historique les nombreuses implications farfelues d'Alan dans une suite d'événements aux conséquences planétaires. On ne s'ennuie donc pas une seule seconde avec Alan et sa bande de bras cassés, et je suis certain que vous aurez vous aussi envie de tout passer par la fenêtre après la lecture revigorante de ce roman, et peut-être d'y passer vous-même pour mieux aller à la rencontre de votre propre vie.